Bonjour Marie-Sophie. Salut Hélène. Alors, je suis très heureuse de te recevoir dans cet épisode de Où est le bon. Toi, tu es chef, naturo-chef, pour être exact. Tu cuisines sans cuisson. Toi, ton univers, c'est vraiment tout ce qui est cru. Mais attention, vraiment, je le dis tout de suite, on va pas parler un seul instant dans cet épisode de salade composée ou de légumes à croquer. C'est un tout autre monde et un autre vocabulaire auprès duquel on va être en contact dans cette conversation grâce à toi, Marie-Sophie. Parce que vraiment, tu es arrivée à faire de la raw food une merveilleuse destination qui n'est absolument pas une succession de recettes sacrificielles, mais qui est vraiment, voilà, ce sont vraiment des délices en fait que tu crées. Et pour préparer cet épisode, tu vois, j'ai regardé beaucoup de tes vidéos là ces derniers jours. C'est passionnant. Je peux dire que tu es une vraie artiste. Tu as littéralement en fait créé des textures, des assortiments de goût, tout ça qui n'avait jamais existé avant. Donc tu rends, je trouve, merveilleusement bien hommage au monde végétal hein, d'une manière sublime et inédite. T'imagines sans cesse des recettes qui nous emmènent très loin de ce qu'on connaît déjà. À la fois en termes de goût et aussi en termes voilà, de protocole, de savoir-faire, en fait, tu vas nous expliquer. Alors, tu sais, Marie-Sophie, nous, dans ce podcast, on n'est pas du tout des spécialistes. On n'y connaît à peu près rien, ou presque. En tout cas, on est hyper curieux. On n'a encore jamais abordé ces sujets des légumes, des fruits, des bienfaits de les manger crus, tu vois, dans ce podcast. On a assez peu aussi abordé le rapport qu'on a, nous, les humains, avec le règne végétal dans le domaine de la cuisine. Et je suis sûre que tu vas être notre merveilleuse guide pour ouvrir cette porte dans ce podcast, pour partager avec nous tout ce que tu découvres avec bonheur et émerveillement au contact du vivant dans ta cuisine. On va essayer de ne laisser personne au bord du chemin parce que c'est vrai qu'on part pas tous du même point hein, dans nos prises de conscience, dans nos questionnements, ouais, heureusement d'ailleurs. En tout cas, moi, je constate un peu de tous les côtés que quand même ça s'accélère. Mais donc, je vous préviens, chères auditrices et auditeurs, soyez prêts à partir à la découverte d'un nouveau monde. C'est un peu un voyage en terre inconnue, hein, cet épisode. Et je précise d'ailleurs que certaines personnes ici te connaissent sûrement déjà, Marie-Sophie. Toi, tu es une ancienne actrice, comédienne. Et puis voilà que la vie t'a appelée vers d'autres directions, jusqu'à devenir une pionnière en France dans la cuisine sans cuisson. Tu enseignes tes recettes à l'école Ferrandi à Paris. Tu vas nous raconter. D'ailleurs, aujourd'hui, ta vie a de nouveau un peu changé de direction, puisque tu as décidé un peu de tout quitter là, il y a 2 ans pour partir t'installer aux îles Canaries, à Tenerife, où tu reconstitues une forêt-jardin, tu as planté plus de 1500 arbres, enfin bref, encore un projet complètement dingue et on va y revenir en détail. On va commencer là cette interview parce que du coup cette introduction devient un peu longue, mais je voulais voilà prendre le temps, tu vois, de bien poser les choses avant qu'on débute cette conversation pour qu'on comprenne bien où on est. Alors Marie-Sophie, explique-nous comment c'est de vivre avec une cuisine où il n'y a pas de four, il n'y a pas de plaque, où on n'a rien à cuire, parce que tu vois, souvent ça peut paraître un peu des trucs un peu allumés, un peu perchés, etc. Alors que bon, pas du tout, mais est-ce que tu peux nous expliquer, ouais, toi? Alors, l'histoire, c'est que j'ai pas du tout choisi d'être crudivore et de manger cru. J'ai fait un long jeûne et à l'issue de ce jeûne, je n'ai eu envie de ne manger que des aliments qui étaient purs bruts crus. Mais j'ai pas conscientisé, j'ai pas décidé que ce serait cru. C'est vraiment, j'ai répondu à l'appel du cœur, du corps, de mon esprit, j'en sais rien. Et après, j'ai vu qu'il y avait des crudivores, des gens qui se nourrissaient, qui ne cuisaient pas les aliments. Et après seulement, j'ai compris, j'ai réalisé en lisant sur Internet qu'effectivement, manger cru était la seule façon de préserver l'intégrité des enzymes, c'est-à-dire en deçà de 45 degrés, parce qu'au-delà de 45 degrés Celsius, enfin de température, les enzymes étaient grillées, la vitamine C, les vitamines, les nutriments, etc. Enfin, voilà, t'as tout un tas de choses qui se passent. Donc en fait, on se privait de plein de trucs. Quand on cuit, on se prive de plein de bienfaits. Oui, oui, voilà, si tu veux, pourquoi les gens deviennent de plus en plus obèses? Ben, c'est peut-être, probablement, je n'affirme rien, mais disons que la carte et les courbes du cancer sont carrément calées sur les cartes de l'obésité aux États-Unis. C'est-à-dire que les gens, on mange trop parce qu'on n'a pas notre ration de nutriments. Tu peux pas nourrir un enfant de soda, de glace, de gâteaux, et de pâtes et de pizza. Ben, il voudra manger toujours plus parce qu'il n'aura pas sa ration de nutriments
qui sont indispensables à sa croissance, à la bonne croissance et au bon fonctionnement de son cerveau, etc., etc. Ouais, notre vitalité, etc., quoi. Eh ouais. Donc moi, je l'expérimente depuis 10 ans. C'est quelque chose qui a changé ma vie. Et c'est pour ça que j'ai envie d'enchanter celle des autres en enseignant cette cuisine. Parce que cette cuisine, c'est un vrai métier. Construire des recettes, créer des recettes, c'est un art très exigeant et en même temps une science très rigoureuse. Donc on met pas n'importe quoi dans un blender sous prétexte que manger cru, c'est à la mode. C'est un mode de vie. Plus qu'une mode, et c'est vraiment quelque chose de très profond qui demande des capacités, comme un peu avoir l'oreille absolue et les papilles absolues. Donc voilà, toutes les recettes qui prolifèrent un petit peu comme ça, qui poussent un peu n'importe comment, rendent pas tout à fait justice à l'art incroyable, au potentiel gustatif. Enfin, c'est vraiment un univers sensoriel, une dialectique de dégustation qui s'ouvre et qui a un potentiel faramineux auquel les recettes un peu improvisées comme ça ne rendent pas tout à fait justice. Parce que comme tu l'as dit, tu as parlé de terre inconnue. Il y a une vraie terre inconnue dans cette mise en équation de la cuisine crue. Mais parce que c'est ça. Alors voilà, c'est quoi la raw food? Parce que quand on parle de cuisine crue, on se dit bon bah voilà, on épluche des légumes et puis on les met les uns à côté des autres, on les mélange et puis c'est ça. Non, moi je peux faire des crêpes crues, je fais des gâteaux, je fais des cheesecakes, je fais des risottos. J'appelle ça des risottos parce que c'est du risotto, mais au lieu de cuire du riz pendant 20 minutes en écoutant la Traviata, eh bien, je débite en petits morceaux à l'aide d'un robot équipé d'une lame en S. Tout le monde a ça dans sa cuisine. Et je vais débiter des légumes racines en 3 minutes. C'est juste brrr, brrr. Alors ça peut être des panais, des carottes, du chou-fleur, du chou-rave, enfin tous les légumes racines, du potiron, enfin du petit marron, et tu les débites en petits morceaux en 3 minutes, et là tu fais des sauces. Et autant le riz, tu vois, le riz en borio, il donne la réplique assez platement à une sauce. Enfin, quand j'ai créé mon risotto de panais au cèpe, les panais avec des notes très réglissées, eh bien, ils vont pas donner la réplique à la sauce de cajou au cèpe. Il va dialoguer. Les notes très réglissées du panais vont dialoguer de façon très subtile et en 3D avec les cèpes qui ont des notes boisées. Et plus tu mâches, plus tu écrases les grains de panais qui sont de la taille des grains de riz, et plus tu vas développer des arômes en bouche. C'est pour ça que je dis que c'est en 3D. Parce que ce qui est intéressant dans un risotto, c'est la sauce. Ah oui. C'est pas le riz. Bon. Alors que moi, quand je te fais des risottos de chou-fleur à la truffe, enfin, t'as vraiment des goûts qui rebondissent en bouche et qui sont des propositions totalement nouvelles parce que on ne peut pas manger cuit traditionnel et prétendre vraiment connaître les légumes dans leur vivacité, dans leur insolence, quand ils sont préparés crus, tel que j'apprends, c'est mon métier d'apprendre ça, de l'enseigner dans des mises en équation totalement crues et sans cuisson. Parce que c'est une vraie révélation au niveau du goût. Je fais goûter à tous les grands chefs. Ah oui, je fais goûter à Thierry Marx, Alain Passard, Guy Savoie. Voilà, c'est stupéfiant de voir à quel point ça vient convoquer les sens d'une façon très inhabituelle, très, très originale. Et pour proposer des sensations inédites, et ça j'adore, trouver à notre époque une terre incognita d'expérimentation, de mise en équation, parce que c'est très mathématique, c'est un art extrêmement rigoureux. Oui, parce qu'en fait tu parles d'équation algébrique presque, tu vois, c'est une syntaxe, disons que c'est une syntaxe, avec des règles, avec une grammaire culinaire, parce que sinon, cet art très jeune est en train un peu de partir dans tous les sens. C'est pour ça que j'ai des formations, que j'enseigne chez Ferrandi, que j'ai formé des chefs là-bas qui enseignent aussi. Alors bon, voilà, parce que c'est vrai, une vraie grammaire culinaire qui est complètement différente, parce qu'il n'y a plus de cuisson, il y a une coagulation par le froid, il y a la germination, il y a la lactofermentation, il y a le broyage, il y a la déshydratation en deçà de 45 degrés. Donc c'est pas une cuisson.
Alors, explique-nous, ouais. C'est tu vas enlever l'eau avec une soufflerie et une chaleur extrêmement douce, vraiment pas une cuisson, hein, en dessous de 45 degrés, tu peux pas cuire, et ça va te donner des textures croustillantes, faire des crackers, faire des croustillants, des fonds de tarte pour pizza, faire des choses qui croustillent, et puis intensifier des goûts, faire des crufitures, en enlevant l'eau, ça intensifie les parfums, ça rend plus sucré. C'est un monde magique, et c'est très rapide. C'est plus rapide que la cuisine traditionnelle. Oui, non, Je mais c'est ça. l'adore. Enfin, faut quand même avoir un sacré, comment dire, une sacrée référence en tête dans tes papilles, tu vois, de goût, pour pouvoir ensuite aller dans cette terre inconnue et après aussi te saisir, voilà, de tous ces fruits, de tous ces légumes et de recomposer des choses. Enfin, comment t'as fait aussi Bah, je cuisine depuis que je suis petite. J'adore manger surtout. hmm. Tellement gourmande. Donc, si tu veux, c'est un petit peu comme un musicien. Il lit, il regarde une partition. Pour moi, c'est que des ronds et des barres sur 5 lignes, tu vois. Enfin, tu vois, à part la clé de sol, moi, j'entends rien du tout quand je lis une musique. Mais un musicien, il va entendre le grand orchestre. Moi, quand je lis une recette, je peux complètement goûter. Je sais ce qu'elle goûte. Parce que j'ai les papilles, j'ai beaucoup de références, j'ai beaucoup de mémoire. Ouais, Tu ouais, et vois. puis c'est un don aussi, surtout. Je pense que voilà. Oui, ben je l'ai depuis que je suis petite. Et puis, donc c'est facile pour moi. Tu sais, quand je crée une recette, je la crée pratiquement du premier coup. C'est comme si quelqu'un se met au piano, un compositeur, et il tâtonne pas, tu vois, il se met au piano, ça coule. Donc après, par contre, après, c'est une tannée surtout pour la fabrication atelier, Hmm. pas pour industrialiser, parce que j'ai des petites fabrications pour la bonne foi. Oui, alors explique-nous. La bonne foi, c'est incroyable. C'est le premier plat que j'ai voulu créer quand j'étais aux États-Unis. Oui, parce que tu t'es formé à un moment donné. Enfin, quand tu fais cette découverte à la suite de ton jeûne, etc., tu n'avais pas du tout pour idée de devenir chef à ce moment-là en plus. Bah non, pas du tout. Mais je suis quand même allée aux Hmm. États-Unis parce que j'étais passionnée par ça, tellement gourmande. Et puis, je suis allée dans une école. Là, non, je voulais pas être chef, mais c'était une école de chef, enfin, voilà. Et là-bas, je me suis rendu compte que je tapais ma bille. Enfin, tu vois, je sais pas comment te dire. Ouais, c'était évident, il y avait quelque chose. Du coup, je rajeunissais leurs recettes. Je dis souvent, c'est comme si j'allais étudier le scénario chez Spielberg, et puis qui me disait, dis donc, Marie, tu peux pas m'aider, là, j'ai un problème avec un scénar, tu vois. Donc, je rajeunissais leurs recettes, je faisais des trucs qu'ils n'avaient jamais vus, parce que je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre aussi de l'éducation que j'ai reçue. J'ai eu la grande chance de fréquenter énormément les plus grandes tables. Les triples étoilés, enfin voilà, avec mon premier mari, avec lequel on avait vraiment une passion d'aller dans les grands restaurants. Puis lui, il adorait me voir manger, ce qui fait tellement. Donc là aussi, j'ai tellement mangé de choses exquises dans ma vie que ça forme aussi, comme écouter de la grande musique forme l'oreille. Ouais, t'as des souvenirs. Et d'ailleurs, là-bas, c'est là où tu fais du caramel cru. Enfin, j'ai lu des trucs incroyables. Ah ben ça, c'est une recette que j'ai créée à l'école où j'étais. Et tout de suite, 20 minutes après, elle était sur Internet, c'était une folie. Et ça, je l'ai créé, mais sans même me rendre... Je veux dire, c'est pas même sans même me rendre compte. Si j'avais su que je voulais devenir chef, j'aurais été plus secrète avec mes... Mais c'était chouette, c'était très excitant. Puis alors, ce qui est génial, c'est que c'est guilt-free. C'est que c'est complètement déculpabilisant. Quand tu manges, alors évidemment c'est calorique, parce que quand je fais un dessert, il n'y a ni œuf, ni sucre blanc, ni farine, ni beurre et ni cuisson. Par contre, j'engage des aliments qui sont extrêmement précieux pour le cerveau, comme le cacao cru, comme les graines oléagineuses qui sont très bonnes pour le cerveau, elles sont caloriques, comme l'huile de coco, extraordinaire aussi, antifongique, antioxydant, enfin voilà, qui a plein de qualités, et des sucres qui sont des sucrants qui ont des qualités incroyables, qui peuvent être crus ou pas, et quand ils ne le sont pas, ils ont des oligo-éléments, enfin comme le sirop d'érable. Donc tout ça coûte plus cher, et au niveau des desserts, c'est plus cher. Parce que c'est pas du lait, du beurre, de la farine, du sucre, des trucs à 1 euro le kilo. Donc on échappe, si tu veux, à l'autoroute de l'agroalimentaire. C'est aussi prendre la main sur son alimentation. Et puis moi, j'arrive avec la gastronomie. C'est-à-dire, c'est pas plus compliqué, hein, c'est pas du tout un terme sophistiqué. C'est juste pour dire que c'est la gastronomie, que c'est cru, c'est végétal et cru, que c'est super bon, et que ça ne prend pas plus de temps. En fait, une mauvaise recette et une bonne recette, il n'y a pas plus de temps. C'est juste les proportions, c'est juste la musique qui est bonne. Donc c'est juste une précision, une rigueur dans l'écriture des recettes. Et là, ce que j'apprends de plus en plus dans mes formations, c'est pour rendre les gens autonomes, c'est de comprendre
comment, c'est ça que je donne toujours dans mes recettes plusieurs déclinaisons. Il y a plein de recettes gratuites sur mon blog. Oui, il y en a beaucoup, beaucoup. Et je donne des déclinaisons, plusieurs façons de faire une recette pour ouvrir le jeu et faire comprendre. Comme pour un poème, quand tu as des allitérations sensuelles ou quand le nombre de vers ou de pieds, etc., contribue à l'élégance et à l'émotion que tu ressens, j'explique aux gens pourquoi telle texture, comment telle texture, comment on peut marier du chocolat avec du chou-fleur et pas avec de la betterave, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi, comment? Et pour rendre sensuellement intelligent, c'est-à-dire intelligent, c'est choisir parmi et avoir du discernement et comprendre et pouvoir faire des créations après soi. Parce qu'il y a des règles qui sont chimiques, alchimiques, et tu ne mélanges pas deux ingrédients végétaux au hasard. Mais oui, mais comment tu les as appris, ces règles-là, en fait? J'en découvre les rouages parce que je travaille aussi avec Karine Baudry, qui depuis le début, alors c'est une experte sensorielle qui donne des cours à l'IPSCA, etc., qui est chercheuse de thé, qui a vraiment collaboré à mettre en lumière la dialectique autour du thé, la dialectique de dégustation du thé. D'accord. Elle a accordé tous les thés avec mes plats dans mon livre L'Instant Cru, et toutes mes formations, dans toutes mes recettes, il y a des accords entre les thés et les plats, aussi avec les vins. Et donc, elle m'a expliqué, quand je crée une recette, elle me dit, c'est dingue que tu aies dit que le curry va avec le chou et que le panais va avec le cèpe, tout n'est pas interchangeable. Elle m'explique pourquoi. Et il y a des explications chimiques. Et c'est agréable parce que moi, je crée sans savoir tout ça. Oui, tu crées de manière très artistique, instinctif. Oui, puis elle explique, elle le justifie finalement d'un côté un peu plus scientifique. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est que ça tombe juste, en fait. Tu vois, c'est ça qui est fou. Parce que aussi, tu expliques parfois que y a des légumes, tu vois, qui sont feu, qui vont pas aller ou qui vont aller avec des légumes terre. Enfin, tu peux nous expliquer aussi un peu tout ça? Alors oui, pour moi, la priorité, c'est de rendre hommage à ce monde végétal qui m'émeut terriblement. Et tout ce que je fais, c'est un salut respectueux et reconnaissant aux plantes, parce que mon intention, c'est célébrer la richesse végétale dans la volupté et la joie de la connaître. Et ce que j'aime interpréter dans ma cuisine crue c'est comme des partitions, tu vois, c'est comme si je jouais tous ces accords pour faire entendre au monde ce que je perçois d'elle, et qui est un chant d'amour intarissable de beauté et de générosité. Le monde végétal n'a pas d'ego. Le règne végétal pousse en toute générosité. La seule raison pour laquelle il va sécréter une amertume ou quelque chose, c'est quand sa survie est menacée, quand ils sont trop broutés. Et ils communiquent entre eux à des milliers de kilomètres. Non, mais l'intelligence du monde végétal, et moi, ça y est, là vous ne me voyez pas, mais j'ai les yeux tout embués. Enfin, là, ça me touche incroyablement. Surtout qu'en plus, on connaît pas grand-chose et que vraisemblablement, là, toutes les découvertes un peu incroyables des dernières années, là, sont sur ce règne végétal, en fait. Je crois que je rejoins Jean Toby, spécialiste de la musique des plantes, qui pourrait paraître très perché, mais qui est pourtant un scientifique dont les expériences sont reconnues, qui me disait lors de notre dernier entretien... Ouais, pardon, je te coupe, mais j'invite les gens à regarder l'interview que tu as faite avec lui sur ton compte Instagram, qui est très chouette. Pardon, voilà, je referme la petite parenthèse. Oui, et lui dit que alors on a dit que Malraux a dit que le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Je me joins à Jean pour dire qu'il sera aussi végétal, parce que de l'intimité que nous allons nouer, créer avec le monde végétal, va dépendre l'intelligence de notre collaboration avec la planète Terre. Et vraiment, le monde végétal a des secrets incroyables à nous livrer. Alors, au plan de la nutrition, oui, parce que, et c'est ce que j'expérimente depuis plus de 10 ans, ça assure une vitalité incroyable. Ça donne au corps ce dont il a besoin pour fonctionner à plein régime, sans faire pour autant de régime, sans être strict. Et puis, en même temps, ça aide le corps aussi à se réparer, à se détoxifier. Voilà, donc c'est extraordinaire. Ça peut aider aussi à se réparer.
Je dis pas que ça guérit, mais ça aide forcément le corps à se réparer quand il a subi des attaques ou quand on l'a nourri mal Mm. avec de la malbouffe et de la junk food pendant trop Mm. longtemps. Parce que notre corps, c'est notre meilleur ami, il est vachement sympa. On peut pas s'en plaindre. On peut pas dire, ah, enfoiré de corps, j'ai mal au dos, j'ai mal au crâne, oh, et puis on peut pas, parce qu'il rattrape nos coups. Et si il s'exprime, quand il pète un petit symptôme, c'est pour dire, hé, là, tu vas trop loin, je peux pas, j'arrive plus à compenser. Oui, mais tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'être à l'écoute de son corps, de savoir quand est-ce qu'on a faim, de savoir, tu vois, c'est pas quelque chose qu'on apprend, en fait. C'est quelque chose Non. vers lequel, voilà, si on est curieux, etc., on peut aller découvrir, regarder qui sont ces gens qui nous partagent leurs connaissances là-dessus, mais c'est un grand silence. Personne ne... C'est très intéressant ce que tu dis, parce que il s'agit pas de renvoyer les gens à soi, bah, écoute ton corps. Ah, bah oui, Mm. on l'entend pas. Ce qui est intéressant dans le fait de renouer ce dialogue, cette écoute avec son corps, c'est que si on n'entend pas, on peut faire le silence. Alors faire le silence, ça veut dire, bah, moi je propose de manger des pommes ou de faire une monodiète, ce peut être de pommes ou un autre aliment, celui qu'on veut, pendant 3 jours, 2 ou 3 jours, c'est faire le silence. Si, comme ça monte le son et on est plus à l'écoute. Faire un jeûne, ça rend, on est vraiment à l'écoute de soi, de ses angoisses, la peur de Bah, manquer, enfin, il y a t'imagines, plein de choses qui peuvent arriver, enfin, hein. moi, j'ai jamais fait de jeûne, mais je me dis, voilà quand même un exercice qui pousse beaucoup, beaucoup de choses à leur limite. En tout cas, ça réveille des peurs les plus intimes, tu vois. Mais déjà, manger un seul aliment pendant une journée déjà, ou 2 jours, si tu manges des pommes, tu peux acheter plein de variétés de pommes, hein. Tu manges que ça, c'est vachement intéressant. Tout d'un coup, tu redécouvres le goût, tout d'un coup, tu réinitialises, tu remets les compteurs à zéro au plan émotionnel. Et c'est pour ça que manger cru, c'est intéressant au plan émotionnel. Ouais, et puis parce qu'il y a certaines choses qui sont un peu contre-intuitives, tu vois, quand on entend les témoignages de tous ces gens qui font des jeûnes, ou en tout cas des personnes qui, voilà, comme toi, se mettent à manger d'une autre façon, plus en lien avec à la fois leurs sensations et aussi avec l'écosystème, le vivant, etc. Voilà, tout le monde témoigne de quelque chose de merveilleux, d'une vitalité, d'une abondance, d'une générosité, qui en fait est contre-intuitif par rapport à ce que nous, on a appris comme étant les choses qui vont nous faire du bien, tu vois. Et donc ça, Bah oui. voilà, c'est un changement de paradigme quelque part. C'est vraiment... Complètement. C'est vrai que c'est vraiment la meilleure façon de profiter de tous les ingrédients, de tout le potentiel nutritionnel des aliments. Bien sûr, il faut les prendre de qualité, bah, le plus bio possible. Voilà, bio possible si on peut. Mais tu vois, là, aujourd'hui, quand on voit les restaurants, enfin, c'est... Alors, toi, tu as accompagné, hein, je crois, des restaurants dans ce changement, notamment l'Alcazar à Paris, etc. Mais Non, j'avais une carte. J'ai pas tu avais une accompagné un carte, changement. ouais. J'avais une carte l'instant cru. Et il y avait plein de gens qui étaient accros. Les lasagnes de courgettes, elles sont tombées dans le Mm. top 5 tout de suite. Les gens réclamaient vraiment cette nourriture, hein. Mais aujourd'hui, est-ce que les virtuoses, tu vois, de la cuisine, ces grands chefs, de cette cuisine un peu classique, est-ce qu'ils se reconnaissent dans une cuisine crue? Comment est-ce qu'aujourd'hui, ils débloquent? Bah, Ouais. c'est à eux qu'il faut le demander. Parce que ça a l'air d'être un peu... Tu vois, on a l'impression aussi que toi, parce que tu découvrais quelque chose, on est animé forcément quand on découvre quelque chose par presque l'ignorance qu'on a, on veut remplir, on est en quête d'apprendre, on est en quête, on est un peu une éponge. Alors que peut-être que quand on a appris pendant 10 ans, 30, enfin tu vois, 20 ans, 30 ans, quelque chose, c'est plus compliqué. Exactement. Il faut aller sur une terre incognita les pieds nus. Ne pas y aller avec ses malles, ses habitudes. Il faut renoncer quelque part à ses bagages. Et c'est pas facile pour tous les chefs. Surtout en France, parce que il y a un ego culinaire qui est assez fort. Parce qu'il y a le côté de savoir bien cuisiner. Donc, si tu veux renoncer à tout ça et aller sur cette terre incognita pieds nus, Mm. c'est pas très facile. Est-ce que aussi le fait que ce soit en France, il y ait cette tradition très écrasante de voilà, d'une alimentation, d'une cuisine, d'une gastronomie carnée qui est aujourd'hui, qui fait finalement le légume et juste l'accompagnement, quelque chose de... Et Ah, donc, insupportable! oui, L'accompagnement, tu vois, c'est le faire mais finalement, valoir. est-ce que si c'est pas aujourd'hui quelque chose où
presque on peut manquer un peu d'imaginaire, tu vois, on n'envisage pas à quel point ça peut être génial et positif d'explorer d'autres champs, d'autres sentiers, de sortir de cette autoroute et de prendre les chemins de traverse, et tu vois. C'est pour ça que je suis tellement heureuse d'emmener les gens hors piste dans mes formations en ligne, parce que quand je lis tous les jours des mères de famille qui me disent j'ai réussi à convaincre mes ados. Là, j'ai reçu encore, ils en ont repris. Les chips de kale, comment faire manger du chou aux enfants. Il faut que ce soit une bonne recette, parce qu'il y a plein de recettes de chips de kale partout, mais elles sont, on dirait, de la nourriture pour mon poisson, vraiment. Et j'ai réussi à convaincre mon mari, j'ai réussi à convaincre des amis. Ouais, tu reçois des témoignages toujours. Tu vois, et ça, pour ça, il faut des bonnes recettes. Il n'y a que l'excellence de bonnes recettes qui peut faire, parce que sinon, tu peux pas convaincre les gens que tu aimes. Tu peux pas manger cru longtemps si t'as pas des bonnes recettes, parce que tu prends pas ton pied. Or, c'est bien de manger cru, parce qu'il y a une vitalité incroyable et c'est bon pour la santé. Mais si tu dois te pincer le nez et manger des trucs qui sont pas topissimes au plan du goût, bah tu tiens pas longtemps. Tu peux pas manger, voilà, tu peux pas tenir longtemps. Donc c'est important. Et je rappelle que carrément, il vaut mieux, et c'est très c'est bizarre ce que je vais dire, mais il vaut mieux manger un bon McDo avec des potes, le cœur ouvert, en se réjouissant et en riant à gorge déployée, que de bouffer bio tout seul chez soi en se disant qu'on se fait du bien et se faire un concert bio. Je crois qu'il ne faut pas avoir de rectitude. Dès qu'on a une rectitude d'observer un régime, c'est que le mental, l'ego, va contraindre le corps en disant ça c'est bon pour toi, tu vas manger cru parce que c'est bon pour toi. Il faut que l'émotionnel soit heureux, soit joyeux. Il faut pouvoir saliver pour ce pourquoi on va manger. Il faut que ce soit délicieux. En s'inscrivant dans une perspective plus large, qui est celle de respecter la planète et de soutenir une culture qui soit respectueuse et qui soit soutenante pour tout le monde. Pour le collectif, en fait, c'est presque un art de vivre. C'est donner envie d'avoir envie, en fait, ce que tu fais. Exactement. Et les gens sentent que ça a un impact sur leur émotionnel parce qu'ils se sentent joyeux. Donc il y a un truc qui est très léger. On n'a plus ces lourdeurs postprandiales, ces espèces de dépression après repas. On est bien quand on mange. On peut réfléchir après et c'est très chouette. Ouais. Et est-ce que, en fait, c'est que des choses froides ou en hiver, tu vois, quand même, on se dit, on a envie de manger chaud. Comment on fait pour manger chaud quand on mange cru? Ouais, c'est super important de manger chaud. Alors, tu peux passer des plats. Alors, il faut surtout pas manger froid l'hiver. Il faut pas manger quand ça sort du réfrigérateur. Il y a souvent des sauces qu'on peut réchauffer. À 50 degrés, voilà, 45-50 degrés. Moi, je fais des soupes chaudes, c'est-à-dire que je mets les aliments crus et puis que je mets de l'eau bouillante. Alors, on arrive à quelque chose qui fait 50 degrés, qui est bon, qui est déjà largement assez chaud. Donc, en fait, quand il y a une base froide et qu'on rajoute une eau bouillante, ça cuit pas. C'est super. Mais non, bien sûr que non. Le temps de faire tourner dans le blender qui va transformer tous nos légumes en texture soyeuse, ça va être très bon. Non, moi, je mange des soupes chaudes l'hiver, j'adore ça. De toute façon, quand on mange chaud, un repas normal, tu manges chaud au début, déjà t'attends que ce soit à 50 degrés pour pas te brûler. Les premières bouchées, elles sont chaudes, et puis après, tu finis ton assiette à température ambiante ou froide. J'avais cru que ce serait un problème en fait, la première année, et puis je me suis rendu compte que ça ne l'était pas du tout. Et après aussi, est-ce que tu peux témoigner de quand vraiment là, tu choisis tes légumes ou tes fruits, tout ça, tu parles dans tes vidéos, tu vois, t'emploies un vocabulaire, quand tu décris tes recettes, tu dis alors j'engage tel produit, tel fruit va se donner, machin, parce que c'est pas évident pour tout le monde de parler comme ça à des légumes et à des fruits qui sont devant nous. Presque tu les personnifies, comment aussi on rentre en relation en fait avec et on n'a plus une relation mutique avec eux quelque part, tu vois. En fait, je les écoute. Je les écoute beaucoup. C'est presque comme si c'était eux qui me donnaient les recettes. C'est-à-dire que j'entends chacun leur musique et je crée la partition avec. Ils me disent avec quoi ils ont envie d'être mariés. J'ai l'impression de célébrer des mariages.
C'est marrant ce que tu dis parce que il y a dans l'interview que tu faisais de Jean Toby là, il parlait d'une étude qui a été faite à Montpellier justement sur le fait que les plantes communiquent entre elles par des ondes et donc elles sont sensibles aussi aux ondes et aux paroles qu'on a sur elles en fait. Je sais pas si on peut expliquer rapidement cette étude. Je crois que c'était 2 serres dans lesquelles on faisait pousser des légumes et des fruits. C'est ça. Je te laisse peut-être expliquer. Si tu veux, quand tu branches des électrodes pour écouter la vibration de la plante, alors tu as une électrode qui est près de sa racine et une autre qui est à son feuillage, et il y a un différentiel électrique qu'on peut traduire en musique. Hein. Et tu vois très bien que les plantes sont très volubiles quand elles sont amies, quand elles sont dans un terrain favorable, quand il n'y a pas de gens nerveux, angoissés, etc. Elles réagissent. Et il disait là justement, je crois qu'il y avait une serre où les gens cultivaient les légumes, les fruits en leur parlant gentiment, Ouais. et une autre où ils leur parlaient hyper mal, et où, je sais pas, tu vois, ils étaient énervés, plutôt négatifs, etc. Et je crois qu'il y avait un 20% de plus de rendement dans la serre numéro 1. Mais c'est incroyable. Ah mais bien sûr, il faut le dire avec son cœur aussi, il faut le faire, voilà. Mais la plante, elle entend, mais tu vois très bien que la plante, elle germe. Alors quand tu fais avec la musique des plantes, quand tu écoutes leur musique, bah, tu peux le voir de façon très incroyable. Mais c'est fou parce que si tu veux, tout ça, c'est quand même invisible. On n'en parle pas beaucoup. Et non, mais je pense que le plan vibratoire, c'est pas ouais, perché c'est ça. maintenant que d'envisager de parler du plan vibratoire. On peut tous avoir des aventures extraordinaires avec des végétaux avec lesquels on communique. Qui sont vraiment, voilà. Je crois que c'est parce qu'on va s'ouvrir à ce monde-là, cette communication subtile, raffinée, généreuse, joyeuse avec le végétal, qu'on va ouvrir notre champ de vision, d'audition, d'écoute, et vivre plus en synchronicité et en amitié, en complicité avec la planète Terre qui nous nourrit. Hein. Parce que là, on a un peu, j'ai des mots grossiers, on a un peu déliré. On a le vrai délire irrécusable et sordide, c'est bien d'avoir menacé jusqu'à éradiquer les vers de nos sols dévastés à mort par cette agriculture chimique et de le mettre en péril avec les abeilles qu'on a complètement droguées à coups de pesticides. Ça, c'est dramatique. Je pense pas qu'il soit délirant de communiquer avec ce monde végétal qui nous parle et qui est généreux. Et alors toi, est-ce que là du coup ça nous emmène vers la fabuleuse aventure que tu vis depuis maintenant 2 ans à Tenerife? Est-ce que tu peux nous parler de cette forêt jardin là que tu crées? Ben, c'est-à-dire que, en fait, c'est vrai que je devais aller à Los Angeles, je devais habiter à Los Angeles. Je suis venue pour les premiers jours du confinement, juste avant, je suis arrivée à Tenerife, chez des amis. Mimi et Jackie Boisset, à qui je rends à chaque fois hommage dans les interviews quand je raconte comment je suis arrivée ici. Et là, j'ai vu une île, Tenerife, qui est une île incroyable, avec les montagnes, la mer, une possibilité de faire pousser des mangues, des ananas, des fraises, des avocats, des bananes, enfin tous les fruits. Quand on mange des légumes et des fruits crus, c'est absolument génial. Donc, au lieu d'aller à Los Angeles, c'était plus possible pour moi. J'avais un visa O1 pour talent exceptionnel et j'allais travailler là-bas parce que ils m'accueillaient extraordinairement bien là-bas. Eh bien, je me suis dit, la priorité maintenant, c'est de planter des arbres. Donc, j'ai répondu à cette injonction de planter des arbres. J'ai pas vraiment réfléchi, Hélène. J'ai planté. Et tout est venu très naturellement. J'avais bien sûr étudié la permaculture à la ferme du Bec et Loin. En sortant de mes premiers stages de permaculture avec mes petits diplômes en poche, j'avais tout de suite, en 15 jours, j'avais fait venir 25 tonnes de terre sur la péniche, l'instant cru. Alors là, tous les bateliers autour m'avaient dit, on ne met pas de la terre sur les écoutilles d'un bateau, ça ne s'est jamais vu. Effectivement, c'était une première mondiale et j'en savais rien. J'ai mis 3 ruches aussi et j'ai planté des pommiers, des oliviers, des fraises, etc. Enfin, c'était une vraie forêt-jardin aussi sur le bateau. Pas une forêt-jardin, un bateau-école pour montrer que si on pouvait planter hors sol sur les écoutilles d'un bateau, on pouvait planter partout. Et c'était ça que je voulais dire. Sur les toits, réenchanter les toits, comme à Brooklyn, les toits terrasses, les balcons, et même à l'intérieur d'une cuisine, quand on n'a pas d'espace extérieur. Et là, eh bien, pareil, j'ai planté. Parce que c'est une île, alors moi j'ai un peu cette image-là, mais je sais pas, mais où on a l'impression que c'est vraiment des champs de bananiers, enfin quelque chose qui est pas vraiment...
Alors, la monoculture de bananes, c'est très dramatique. Et si tu veux, quand tu fais de la monoculture et tu demandes à la terre, produis des bananes, des bananes, des bananes, forcément, tu vas à coups de pesticides et les mecs qui travaillent dans les bananeraies sont équipés comme des cosmonautes. Tellement Tellement c'est toxique. Ouais, c'est fou, quoi. Bon. Alors, ce que j'ai voulu faire, c'est recréer un écosystème, refaire une forêt-jardin, privilégier la diversité. Alors au début, j'étais la cabra loca, la chèvre folle, avec une espèce d'hystérie de planter, etc. Eh bien, les gens ici maintenant me confient des arbres, des espèces rares de fruitiers Génial. subtropicaux, pour que je les garde en vie, pour que je maintienne l'espèce ici, parce que c'est vrai que j'ai une diversité. J'ai pas l'âme d'une collectionneuse, mais si tu veux, pourquoi j'ai 60 variétés de mangue? Il y en a plus de 100 sur l'île. Enfin, c'est pour conserver cette biodiversité, c'est conserver parce que ici, ils vendent les mangues, toutes ces variétés de mangues différentes. C'est un peu comme si tu vendais des pamplemousses, des oranges et des citrons dans le même sac, parce que ce sont des citrus. Oui. Toutes les mangues ont des profils aromatiques complètement différents, des textures, des formes, des couleurs, des goûts, des parfums. Donc c'est être un peu gardienne comme je peux sur mon petit terrain de cette biodiversité. J'ai bien sûr une ruche, il y a des abeilles. Et puis, en fait, quand tu plantes, j'ai énormément de fleurs pour les abeilles, j'ai cette diversité, je crois que j'ai toutes les espèces qui peuvent être plantées de fruits subtropicaux. Et là, tu appelles la pluie. Parce qu'en fait, j'ai recréé un sol. Je plante mon potager dans une étoile de permaculture. J'ai des fraises toute l'année. Alors, quand tu dis planter des arbres, tu appelles la pluie. Alors, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, mais je pense que je sais pas si tout le monde comprend le système. Est-ce que tu peux expliquer un tout petit peu quel est le rapport entre les arbres et la pluie? Alors, oui, très important. Quand tu plantes des arbres, tu as une canopée. Après, en dessous, tu as des arbustes. Et puis après, tu as des petits fruits. Tu as des petites baies. Et puis après, tu plantes, déjà, tu occupes le sol avec des matières organiques, tu mulches, tu crées une richesse organique. Là, maintenant, moi, j'ai des vers sur un sol qui était rien du tout. J'ai des vers, j'ai des champignons, j'ai du humus. Tu tapisses le sol pour qu'il y ait une humidité. Et je plante aussi tous mes choux, tous mes oignons, mes betteraves, enfin, tout ce que je plante de plantes potagères au pied des arbres parce qu'il y a de l'eau. Je fais des patates douces, des falbacées, tout ce qui va occuper la terre et nourrir la terre. Je récolte pas mes patates, mais elles donnent du sucre à la terre. Après, je les coupe, ça fait de la matière organique dans le sol. Donc ça s'enrichit. J'avais fait un apport de terre. J'ai mes chevaux qui me donnent du crottin. Et là, si tu veux, avec cette humidité que tu recrées, avec tous ces étages de forêt-jardin, de la canopée des plus grands arbres aux plus petits, eh bien, tu appelles la pluie parce que c'est l'humidité qui va appeler la pluie. Et puis, tu recrées aussi, là, j'ai appelé des centaines d'oiseaux ici. Ouais, j'ai des abeilles, j'ai énormément d'insectes. Tout se régule tout seul. Et là, c'est fou le nombre d'oiseaux. C'est comme une réserve naturelle. Voilà. Et c'est ça qui va appeler la pluie. Alors moi, sur mon petit espace, on peut pas. Mais si tu le fais sur des centaines d'hectares, d'endroits différents. Et bien sûr que tu appelles la pluie. Parce que l'écosystème, la sécheresse, fait la sécheresse. Et là, c'est aussi une question de CO2, d'absorption du CO2. Plus tu plantes de verre, et plus tu peux réguler oui, parce qu'il y a ce cycle de l'eau avec les racines, etc. Ouais. Et tu sais que bien sûr que ce sont des forêts dont dépendent la mer. Sans mer, sans plancton, y a pas de forêt. Sans forêt, il n'y a pas de mer. On est dans un cycle, on est tous interdépendants. C'est très chouette de reprendre conscience de ça. Sans utiliser du grand mot, de manger en pleine conscience. Bon, voilà, d'être un peu conscient de ça, de se réjouir, de l'aborder sans stress et sans raideur, tu vois, sans être intégriste, d'ouvrir le jeu. Moi, il m'arrive de manger du pain parfois, voilà, et puis d'aller dans des restaurants. Oui, parce qu'il ne faut pas que ça devienne un dogme non plus, mais tu vois, en tout cas, c'est inviter le cru davantage à nos repas, à nos tables, en fait. Tu as parfaitement résumé. Mon ambition, c'est de vous inviter à inviter dans votre assiette plus de végétal et cru. C'est pas vous demander d'être crudivore du jour au lendemain. Ce serait même pas intéressant, toi, d'être crudivore, de faire que... Parce qu'il y aurait de la rectitude. Il faut pas qu'il y ait de rectitude.
Ouais, et puis prendre des habitudes de vie, tu vois, mais que ça devienne en fait des habitudes d'envie peut-être aussi pour... Ah, j'adore ce que tu viens de dire. Ah ça, alors là, je te le reprendrai. Hmm. Alors là, que des habitudes de vie soient basées sur des habitudes d'envie. Parce qu'en fait, plus tu manges sain et plus tu as Ben, envie de bien sûr. manger sain. Il n'y a pas de Moi, quand je retour en mange arrière en parfois... fait. Enfin, Eh ben peu. alors, si, mais c'est quand parfois je mange avec mes enfants, on se colle sur un canapé, on mange, Oui, oh mais c'est là, je peux pas... manger même des conneries, t'arrêtes des pas trucs en de fait. junk Tu reviens food. pas à il y a 10 ans. Ouais, mais ça fait comme l'effet d'une cuite, hein. Hmm. Ça me fait un effet de, voilà, bah, non, je suis pas forcée d'être au taquet, toujours prête à bondir, vigilante, Bien sûr, tu vois, on est toujours humain. tellement d'une vitalité hors norme. Bon, parfois, voilà, tu te cales dans un canapé et tu manges, voilà. Mais par contre, le lendemain, je suis contente de renouer avec ma nourriture crue qui va me nettoyer de ça, puis qui va, voilà, me remettre en Ben, joie. bien sûr. Mais plus tu manges cuit, plus tu manges junk food, et ça m'est arrivé sur un voyage de reprendre des habitudes un peu, bon, pas malsaines, mais disons de manger plus de cuit. Et ben là, ça appelle le cuit, et c'était, tu vois, j'avais comme une espèce d'accoutumance, tu vois, j'avais réveillé l'accoutumance au cuit, j'avais kiffé, j'avais trouvé ça bon, ça m'avait amusé, et voilà. Donc après, donc il faut, plus tu manges cru, plus c'est difficile d'en manger cuit. Et en même temps, plus tu le payes cher, voilà. Et en même temps, je pense qu'il faut quand même il faut se salir un peu parfois. Il faut garder aussi Hmm. à son corps la possibilité de digérer tout ce que tu as, tout. Hmm. Donc pouvoir reprendre un peu, sauf si tu es totalement allergique, intolérant, pourquoi pas un peu de produits laitiers. Moi, il m'arrive de manger du fromage de chèvre ici, de cabra, très très bon. Il m'arrive de manger du pain sans gluten, tu vois. Voilà. Hmm. Et ça me fait plaisir Ben, bien parfois. sûr, faut pas Il enlever, faut qu'on bien soit sûr. habitué, tu Hmm. vois. Parce que plus tu manges bien, plus plus ta barre, plus ton seuil de tolérance est bas, moins tu tolères de trucs et du coup voilà. Oui, puis en Donc plus, faut rester c'est souple. ça, faut rester souple. Et puis c'est un équilibre en fait qui vient se faire. Et puis si on est à l'écoute de notre corps, on arrive aussi rapidement, tu vas à reprendre un peu peut-être Mais le bon bien truc. sûr. Et un truc dont on n'a pas parlé et qui est quand même un point supplémentaire de ce cercle vertueux magnifique, c'est que ce modèle d'alimentation avec beaucoup de cru est à la fois zéro déchet, parce que du coup j'imagine que tu le compostes, enfin tu récupères toutes les épluchures et tout ça, enfin ça nourrit On est enfin d'accord. voilà. Ouais, complètement, complètement. Et puis quelque part ça peut peut-être aussi être un peu low-tech, parce que quand même t'as vachement moins besoin d'énergie qu'une cuisine équipée traditionnelle avec des fours qui tournent en permanence. Oui et non, parce que tu as quand même un moins de faire, tu vois, pour transformer des panais en petits grains, un robot, c'est pas mal. Oui, mais tu vois, le robot, tu l'utilises 3 minutes. Tu vois, c'est pas comme un four Oui, qui tout à cuit, fait. Ah oui, oui, qui est oui. allumé pendant 3 heures, tu vois. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Et peut-être Ouais, que non, je suis d'ailleurs, on peut d'accord. lancer, tu vois, là, un appel aux designers qui nous écoutent. Ce serait Ah, merveilleux ah. d'avoir un robot, peut-être, tu vois, des robots vraiment chouettes et tout pour pouvoir cuisiner cru comme tu fais là, mais peut-être plus low-tech avec, je sais pas. Enfin, j'imagine que Ouais, ce serait bien. ça serait chouette. Ouais. Maintenant, je peux pas te dire que la cuisine végétale et crue telle que je la présente, elle engage des graines oléagineuses qui poussent pas ici, enfin que je fais pousser ici à Tenerife, mais qui Oui, peuvent pas pousser dans nos climats, voilà. Donc il y a encore des échanges, mais c'est aussi grâce aux échanges du cacao, du café, tout ça. Voilà, c'est bien aussi de communiquer, voilà. Mais c'est pas local, complètement local. oui, mais après, un Bon. peu comme ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que peut-être c'est un équilibre. Finalement, si déjà on mange vachement moins de viande, qui est quand même Ah le ouais, truc ça qui, c'est la plaie de manger de la viande, dans sincèrement. l'ordre de grandeur des impacts, c'est en termes hydriques, en Je termes suis de ce qu'on veut, d'accord. tu vois. Bon, du coup, Oui, à un moment donné, on peut pas avoir zéro impact, sinon, bah, je suis d'accord. puis on va se jeter sous un pont, tu vois. Enfin, c'est pas, Oui, oui, bah oui, et puis à un moment, il faut on quand peut pas, même. tu vois. Oui. Bon, mais je trouve que finalement, c'est quand même tout ça, le creuset d'une grande sagesse. Un peu, voilà. Oh, Ouais, j'adore que tu dises ça. enfin, en tout cas, voilà, moi qui m'a touchée hein, quand j'ai découvert tout en hiver, regardé toutes tes vidéos, c'est vraiment bravo. Bravo, bravo. Tu sais, dans cet épisode, on a une tradition, c'est que je demande à tous mes invités de nous partager leur définition du bon. Alors, Marie-Sophie, elle, quelle serait ta définition du bon? Ah, bah écoute, moi j'ai été nourrie à la littérature grecque, grec ancien, donc pour moi c'est le banquet, c'est le bon, le beau, le vrai. Et je rajouterais, enfin, selon le banquet de Platon, je rajouterais le cru. Mm. Parce que le cru, voilà, c'est le vrai, c'est brut, pur cru. Et le bon, pour moi, c'est bon pour la santé, mais c'est aussi bon
émotionnellement, bon pour les papilles. Voilà. Il faut que ce soit bon dans toutes les dimensions du spectre. Parce que tu peux pas dire oh c'est bon pour ça mais tu vas le payer demain parce que ça rend vraiment malade, ou tu peux pas dire oh ça c'est bon pour ma santé mais bon bah voilà c'est pas très bon au goût. Là t'as tout, ça réunit tout, les deux dimensions, c'est bon au carré. T'es bon puissance bon. Bon, voilà, c'est aussi. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus argumenter aussi. Tu vois, il y a des choses qui après deviennent évidentes, et je pense qu'on est nombreux aujourd'hui à lire un peu tout ça en fait de manière de plus en plus claire. Donc c'est plutôt chouette. On arrive à la dernière question, tu vois, de cet épisode. Est-ce que tu aurais une personne à laquelle tu aimerais passer le relais, tu vois, dans ce podcast, quelqu'un qui pourrait venir nous parler du bon, voilà. Oui, tout à fait. J'ai évoqué Jean Toby tout à l'heure, à Gaujac, qui est au plantarium de Gaujac et qui a initié cette musique des plantes de façon extraordinaire. Ouais, génial. Écoutez, franchement, c'est une interview qui m'a fascinée. Merci beaucoup, beaucoup, Marie-Sophie. Je pense que cet épisode va résonner auprès de beaucoup de personnes. Et je crois vraiment qu'il y a beaucoup de bruit à faire autour de cette nourriture sans cuisson, cette nourriture au goût du vrai. Donc merci de nous éclairer de ta lanterne chaleureuse et très lumineuse, tu vois, sur ce chemin, sur ces sentiers battus, quoi. Merci beaucoup, Marie-Sophie. Merci à toi, Hélène, de m'avoir laissé cet espace.